Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. J-1 avant le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, un sommet principalement centré sur la transition au Mali. Le médiateur de l'organisation pour le pays, Goodluck Jonathan, devrait notamment y dévoiler les conclusions de sa visite à Bamako. Le renforcement de la coopération économique entre la Chine et le Kenya. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, s'est entretenu ce 6 janvier avec le président Uhuru Kenyatta. Sa visite s'inscrit dans le cadre de sa tournée dans la sous-région. Et puis, quelle stratégie adopter face à la propagation du variant Omicron? Pour les Centrafricains, de contrôle et de prévention des maladies, la mise en place d'un confinement strict ne serait plus la solution la plus efficiente. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le Burkina Faso à l'épreuve du terrorisme. À l'heure où les attaques ne cessent de se multiplier dans le pays, le Premier ministre Lassina Zerbo a proposé ce 7 janvier quelques solutions devant les parlementaires. Parmi elles, la promotion de la cohésion sociale, la préservation des droits humains, mais aussi des actions de déradicalisation. Au niveau militaire, le chef du gouvernement prévoit également plusieurs mesures pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Un accompagnement psychologique a notamment été annoncé. Il a aussi énoncé une meilleure coopération entre soldats, volontaires pour la défense de la patrie et citoyens. La question de la transition au Mali sera au cœur du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO prévu ce dimanche 9 janvier. Avant la tenue de cette réunion déterminante pour l'avenir du pays, le médiateur de l'organisation pour le Mali, Goodluck Jonathan, effectuait ce 5 janvier une visite à Bamako. Visite où il a été question de dresser des conclusions sur les assises nationales de la refondation. Paul-Marcel Mayaki. Arrivé le 5 janvier 2022 à Bamako, la capitale malienne, l'ancien président nigérian et médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, a été reçu en audience par le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Au menu de leur tête-à-tête, le chronogramme prévoyant un prolongement de la transition jusqu'à 5 ans. Un état de fait plutôt mitigé auprès de l'organisation régionale. Mais comme vous le savez, nous avons été ici en novembre dernier et nous avions dit que nous devions revenir en janvier. En même temps, vous savez également qu'au niveau du pays, il y a eu pas mal d'activités, notamment les assises nationales qui ont été organisées. Et notre rencontre de ce jour s'inscrit dans le cadre d'un débriefing auprès des autorités de la transition, parce qu'il était question pour nous de comprendre ce qui s'est passé et d'entendre leur version. S'estimant dans l'incapacité de rendre le pouvoir aux civils élus au bout de 18 mois de transition, comme le stipule l'engagement des autorités maliennes auprès de la CEDEAO, les autorités issues du putsch d'août 2020 veulent pouvoir faire durer cette transition jusqu'à 5 ans à compter du 1er janvier 2022. Et la visite du médiateur de la CEDEAO avait pour objectif de débriefer avec les autorités maliennes sur les conclusions des assises nationales de la refondation. Mais comme vous le savez, il y a eu des discussions en cours et notre objectif aujourd'hui, c'était d'avoir un débriefing de la part des autorités de la transition, ce qui nous permettrait évidemment à notre tour de faire un débriefing au niveau des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Comme vous le savez, nous aurons une réunion dimanche, un sommet dimanche prochain, au cours de laquelle nos chefs d'État pourront se prononcer. Le 9 janvier 2022 à Accra au Ghana, les chefs d'État et de gouvernement ouest-africains se réuniront dans le cadre d'un sommet extraordinaire sur le Mali. Ils examineront le calendrier que leur ont soumis les autorités maliennes issues d'un double putsch pour rendre le pouvoir aux civils et devront décider dimanche 9 janvier de la réponse à apporter à un calendrier pouvant s'étendre jusqu'à fin 2026. C'était un sujet de Paul-Marcel Mayaki. En Tunisie, la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis a décidé de traduire en justice 19 personnalités politiques. Au cœur de ce dossier, des soupçons de délits électoraux commis durant la présidentielle anticipée de septembre 2019. L'ancien chef de l'État, Monsef Marzouki, et le président d'Enarda, Rached Ghannouchi, sont notamment concernés. Mildred Yamou. En Tunisie, 19 personnalités politiques ont été déférées devant la justice pour délits électoraux. Selon un communiqué du bureau de presse du tribunal de première instance de Tunis, il s'agit de Rached Ghannouchi,
président du principal parti au Parlement Ennahda, Monsef Mazouki, ex-président de la Tunisie de 2011 à 2014, Youssef Chahed, ancien premier ministre de 2016 à 2020, ainsi que d'autres personnalités politiques. Les 19 personnalités mises en cause et qui vont passer devant la justice, c'est une manière de dire que l'impunité aujourd'hui en Tunisie n'est plus possible. Après les années de laxisme, une pratique qui a empoisonné la vie des Tunisiens et pourri les institutions de l'État. Les accusations concernant ces personnalités de premier plan qui ont véritablement bénéficié de l'argent de l'étranger, ça va emballer la classe politique tunisienne et pousser à des réactions d'une façon imprévisible. Ces figures politiques tunisiennes seront devant la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis pour publicité politique, publicité illégale via les réseaux sociaux et violation du silence électoral lors de l'élection présidentielle anticipée de 2019. La mesure judiciaire intervient quelques jours après l'arrestation du vice-président d'Ennahda, Noureddine Bihri, le 31 décembre 2021 pour terrorisme et corruption. La sanction risquée par les 19 personnalités déférées devant le tribunal, elle a peut-être une portée symbolique sur le plan politique, mais elle n'a en fait aucune portée réelle sur le plan judiciaire, puisque ceux qui ont été déférés risquent au plus une amende, c'est tout. Cette affaire cache une autre affaire beaucoup plus importante et qui n'a pas encore été traitée par la justice, qui est en fait le talon d'Achille de la Tunisie. Les figures politiques tunisiennes sont poursuivies conformément à la loi organique relative aux élections et au référendum. Le président Kais Saied a souligné qu'il est impératif d'éviter toute ingérence dans l'action de la justice et de la magistrature et que quiconque aurait commis un crime doit être traduit en justice. Après l'Érythrée, il a mis le cap sur le Kenya. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a rencontré ce jeudi 6 janvier le président Uhuru Kenyatta dans le cadre de sa tournée dans la sous-région. Au programme de son déplacement, une visite dans la ville de Mombasa qui abrite le plus grand port d'Afrique de l'Est. C'est là où la Chine a investi des millions de dollars pour la construction d'un nouveau terminal. Les précisions de Solène Duplessis. La Chine se positionne en partenaire de développement du Kenya. Les deux pays qui entretiennent d'étroites relations de coopération prévoient de renforcer leur partenariat dans divers secteurs. Le président kényan, Uhuru Kenyatta, et le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, se sont rencontrés en ce sens ce jeudi 6 janvier dans le cadre d'une visite de ce dernier dans la sous-région Afrique de l'Est. Notre partenariat avec la Chine n'est pas un partenariat basé sur le fait que la Chine nous dise ce dont nous avons besoin. C'est un partenariat d'amis travaillant ensemble pour répondre à l'agenda socio-économique du Kenya. Depuis son arrivée au pouvoir en 2013, le président Uhuru Kenyatta a mis l'accent sur la construction d'infrastructures. Pour ce faire, le gouvernement s'est appuyé sur des prêts chinois, mais fait face à des critiques, alors que le niveau de la dette a considérablement augmenté ces dernières années. Pourtant, selon la Chine, les prêts liés à ces projets représenteraient un bénéfice mutuel. Les ingénieurs et techniciens chinois, suivant les illustres traces du navigateur Zen, sont revenus à Mombasa et ont aidé à construire le meilleur chemin de fer, les meilleures routes et le meilleur terminal pétrolier dont nous sommes témoins aujourd'hui. Nous avions besoin de cette infrastructure pour pouvoir répondre à ces demandes et la Chine était là lorsque nous avons demandé un partenariat pour le développer. Ils étaient prêts à marcher avec nous main dans la main. Nous avons besoin de partenaires pour nous aider à réaliser ce dont nous avons besoin. Cette rencontre intervient dans le cadre d'un déplacement du ministre des Affaires étrangères chinois dans la sous-région depuis le 4 janvier. Le Kenya serait, selon Wang Yi, un pays exemplaire pour présenter la coopération Chine-Afrique dans le cadre de l'initiative de la ceinture et la route. Dans l'actualité également, une affaire rocambolesque qui fait couler beaucoup d'encre, notamment dans la zone océan Indien. Le 5 janvier, 3 hommes, dont 2 malgaches, ont été placés en détention préventive aux Comores. Ils avaient été arrêtés le 28 décembre dernier à l'aéroport de Moroni. Ils avaient alors en leur possession 49 kilos d'or. Les trafiquants devaient ensuite s'envoler vers Dubaï à bord d'un jet privé. Notons que les 2 malgaches, âgés de 24 et 39 ans, étaient déjà recherchés par la gendarmerie nationale depuis décembre 2020, et ce pour une affaire d'exportation illicite d'or.
Le temps des confinements stricts est révolu, c'est ce qu'a déclaré ce 6 janvier le directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, John Nkengasong, qui a parallèlement salué l'Afrique du Sud pour avoir exclu cette mesure dans la lutte contre la propagation du variant Omicron. Le pays d'Afrique australe avait d'ailleurs annoncé le 30 décembre avoir dépassé le pic de la 4e vague. Solène Duplessis. Près de 2 mois après la découverte du variant Omicron le 25 novembre dernier en Afrique du Sud, le pays respire à nouveau. La plupart des mesures de confinement ont été supprimées, ce que salue le CDC Afrique, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Selon son directeur, ces mesures de confinement strict n'étaient plus le meilleur moyen de contenir la Covid-19. Nous sommes encouragés par ce que nous avons vu en Afrique du Sud durant cette période où les experts ont examiné les données en termes de gravité des infections. Le temps où nous utilisons l'outil des confinements stricts est révolu. Nous devons réfléchir plus attentivement et dans une approche équilibrée à la manière dont nous utilisons les mesures de santé publique et sociale alors que la vaccination va croissante. Toutefois, alors que moins de 10% de la population africaine a été entièrement vaccinée contre la Covid-19, le CDC Afrique craint que le virus ne devienne endémique sur le continent, à l'instar de la grippe. En décembre, les nouvelles contaminations ont connu une hausse de 36% en Afrique. Si d'ici la fin de l'année, le continent ne porte pas le taux de vaccination à plus de 70 ou 80%, je crains que d'ici la fin de l'année, nous nous trouvions dans une situation où le Covid-19 ne devienne endémique. Malgré un taux de vaccination très bas en Afrique du Sud, l'hécatombe prévue pendant la vague Omicron n'a pas eu lieu. Selon une étude publiée fin décembre dans la revue scientifique The Lancet, le nombre de morts par semaine était de 3 000 maximum, contre 10 000 pendant la vague Delta et 16 000 pendant la vague Beta. Quelle perspective d'évolution pour les paiements mobiles sur le continent? La société fintech Nicolipe donne des prévisions encourageantes. La compagnie estime que durant ces 5 prochaines années, les paiements mobiles devraient connaître une hausse notable de plus de 60% en Afrique subsaharienne. Les détails avec Philoméntine. Le paiement par téléphone mobile se développe de plus en plus sur le continent, notamment en Afrique subsaharienne. D'ici à 2026, une hausse de plus de 60% est attendue en paiement mobile dans la région subsaharienne d'Afrique, rapporte une étude de FinTech Nicolipe, une société FinTech. Quant à la valeur totale des transactions d'argent mobile sur les marchés émergents, elle devrait dépasser 870 milliards de dollars. Le succès des moyens de paiement locaux s'explique déjà par la disponibilité des appareils. Deuxième aspect qui est très intéressant, c'est la simplification des transactions électroniques. Pas besoin de passer par un système bancaire compliqué avec des agios et des coûts cachés. Non, c'est un système extrêmement simplifié et qui est une excellente réponse au taux de bancarisation qui est extrêmement faible sur le continent africain. Les paiements mobiles pourraient offrir à l'Afrique l'opportunité de rejoindre le monde florissant des économies numériques. En 2020, le nombre d'utilisateurs utilisant les services mobiles était estimé à 495 millions, soit 46% de la population de la région subsaharienne. Elle devrait passer à 615 millions d'ici à 2025. Ça nous permet de développer le commerce électronique. Ça permet de développer une certaine activité économique assez rapide. Vous savez, il faut que pour que l'activité puisse se développer, il faut que l'argent puisse circuler assez facilement. Or, justement, avec ces systèmes de paiement local, vous avez la possibilité d'acheter un bien, d'acquérir un service facilement et ça permet même d'envisager de rentrer dans un commerce beaucoup plus mondial. Donc, c'est pour l'Afrique une révolution qui permet de compenser encore une fois le faible taux de bancarisation. Selon l'avis d'un bon nombre d'économistes sur le continent, le commerce électronique a un rôle essentiel à jouer dans la réalisation de la zone de libre-échange continentale africaine qui vise à créer le plus grand bloc commercial du monde avec un marché d'1,27 milliard de consommateurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.